De retour dans votre 12-15, on vous propose actuellement une plongée en eau trouble, comme vous le disiez il y a quelques minutes, celle des services secrets, des opérations commando. Cette plongée se passe, qui plus est, à Gaza. Tout est parti, Sylvia Micone, d'une information de nos confrères du Canard enchaîné, publiée hier. Selon le journal, ce médecin français aurait récemment été exfiltré de la ville par des membres d'un commando de la DGSE. On sait quoi exactement? Alors, il y a plusieurs versions qui se croisent aujourd'hui. Une seule certitude, il y avait bien un médecin militaire français qui se trouvait dans la bande de Gaza avant le 7 octobre et qui n'y est plus. Aujourd'hui, on ne connaît pas son identité. L'histoire a été effectivement publiée par le Canard enchaîné qui raconte cette exfiltration. Il s'y trouvait pour le compte de Médecins sans frontières. Cependant, il se serait rendu sur place sans l'autorisation de sa hiérarchie militaire et il se serait retrouvé coincé après le 7 octobre. Et c'est là que la DGSE intervient. De son côté, MSF indique bien que 22 personnes de son équipe internationale sont sorties le 1er novembre par le poste frontière de Rafah. Des images d'ailleurs attestent de ce passage. Selon l'ONG, ce médecin aurait rejoint MSF en 2014 et aurait depuis effectué plusieurs missions, dont à Gaza et en République centrafricaine. Mais selon une source sécuritaire qui est interrogée par le Figaro, ce colonel de l'armée française qui a été récupéré par la DGSE n'était pas là par hasard, comme l'indique le Canard enchaîné. Faisait-il partie d'une équipe d'agents déjà secrètement déployés dans l'enclave palestinienne, comme ce fut le cas en Ukraine d'ailleurs avant l'agression russe? C'est la question qui se pose. On peut avoir besoin d'agents sur place, précise cette source, et la DGSE a déjà en effet envoyé des agents dans la bande de Gaza depuis les années 90, depuis le lancement du processus de paix. Le ministère des Armées en tout cas n'infirme ni ne confirme cette histoire. Merci beaucoup Sylvia Micone. Olivier Mas est avec nous, merci, ex-agent de la DGSE. Je précise que jusqu'à il y a encore quelques jours, nous avions un navire, pas très loin, le Tonnerre, un navire hôpital. Juste cette question, est-ce que le hasard fait partie du règlement de la DGSE? Le hasard, c'est-à-dire oui, dans toute opération clandestine, le hasard peut bouleverser une opération, mais là, c'est sûr que... Le hasard de se retrouver à Gaza comme ça et devoir être exfiltré. De toute façon, que ce colonel travaille au profit de la DGSE ou non, s'il n'a pas passé le poste frontière en temps et en heure et qu'il reste bloqué à Gaza, c'est de la responsabilité de la DGSE, si elle le peut, d'exfiltrer ce fameux colonel, ce ressortissant français. Et ça fait partie des missions principales, en partie du service action, qui est parfaitement entraîné à ce genre d'opération pour exfiltrer. Ça peut être des sources humaines, ça peut être des responsables politiques d'un pays ami qui, après un coup d'État, doivent être exfiltrés, et on va le faire. Et puis évidemment des ressortissants. Mais est-ce que vous croyez, vous, à cette histoire? Certains disaient au Figaro, cette histoire ne colle pas du tout. Nous, on voulait avoir votre avis aussi. En termes de capacité technique, ça colle, c'est-à-dire ça colle aux capacités du service action. Et le service action est entraîné et a fait beaucoup d'opérations de ce type, de récupération d'agents. Moi-même, j'ai été chef de poste au Moyen-Orient il n'y a pas si longtemps, et j'ai été associé à ce type d'opération du service action, et ça fonctionne très bien. Ça évite de passer par les aéroports, ça évite de franchir les frontières officielles. Et là, pour Gaza, on a en plus une façade maritime. Et donc, vous savez peut-être que le service action, il y a une des composantes du service action qui est une composante marine et donc très spécialisée pour exfiltrer les gens par la façade maritime. C'est toujours une option très, très facile et très, très utilisée. Alors justement, Olivier Mas, c'est ce que l'on disait. Sur cette façade maritime, il y a quelques jours, il y avait un navire français, le Tonnerre, parti de Toulon, navire entre guillemets, navire hôpital. Et il n'est plus là, il est reparti vers le Liban. Alors, il faudrait voir si ce navire était là pendant la période où on dit que l'exfiltration s'est jouée. Ensuite, les moyens nautiques du service action, ils sont très variés. Donc, il n'y a pas forcément besoin. Mais c'est vrai qu'un navire de ce type peut être très utile pour embarquer quelques plongeurs avec un petit matériel nautique qu'on fait descendre du bateau et qui rejoint les côtes, qui récupère ensuite le colonel. C'est pas forcément une opération très compliquée, parce que là, c'est pas une libération d'otages. Il n'est pas, ce colonel, a priori, de ce que je comprends, et s'il était apprécié des Palestiniens, et donc les Palestiniens ne le retiennent pas en otage, et donc il est libre plus ou moins de ses mouvements. Donc il peut très bien rejoindre un point de rendez-vous sur la plage et être récupéré par une équipe du service action. Voilà, restez avec nous, Olivier Mas. Isabelle Dufour, vous vouliez réagir à cette histoire. Est-ce qu'elle colle pas selon vous? Sur l'exfiltration, moi, j'ai pas de choses à rajouter. Par contre, sur l'identité, en fait,
de la personne qui aurait été exfiltrée. Il y a plusieurs éléments qui interrogent. Déjà, que ce soit un médecin-colonel, on a parlé du service de santé des armées, mais c'est pas du tout les profils en fait des opérateurs du service action de la DGSE, qui sont des militaires, mais qui sont des militaires, disons, spéciaux, détachés à la DGSE, qui sont pas des gens du SSA des gens du SSA que vous prenez et que vous mettez là, et surtout les médecins du service de santé des armées sont des personnels extrêmement précieux et rares en fait dans nos armées, et donc voilà, le profil colle pas vraiment. Et puis l'histoire aussi avec Médecins sans frontières, il aurait travaillé pour eux. Alors les relations entre Médecins sans frontières et les armées françaises sont pas excellentes, sans même parler des services de renseignement et de la DGSE. Voilà, il y a plusieurs points qui me font tiquer en fait sur l'identité de cette personne qui mériterait d'être éclaircie. Donc je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Ouais. Soyons prudents et le mystère reste entier. Olivier Masse, plus généralement et au-delà de ce cas, est-ce que l'on pourrait penser que nous avons encore des espions, on va les appeler comme ça, ou dans la bande de Gaza, ou tout autour de ce territoire, parce qu'on a des choses à y faire et qu'on a encore des ressortissants d'ailleurs qui sont des binationaux retenus en otage par le Hamas? C'est tout à fait possible, oui. Donc on a une antenne, donc on a un poste régulier à Tel Aviv, on a régulièrement eu un poste à Jérusalem aussi qui est chargé d'avoir des relations avec les Palestiniens. Et dans Gaza, pourquoi pas? Parce on a des relations tout à fait constructives avec les Palestiniens, et on a des contacts réguliers. Donc je pense qu'il serait raisonnable de la part de la DGSE d'envoyer effectivement quelques agents sous couverture clandestine, peut-être sous couverture humanitaire ou photographe ou je ne sais quoi. Et je pense que je serais surpris qu'il n'y ait pas encore quelques agents à Gaza parce qu'on a des otages, parce que c'est une mission prioritaire et qu'il est important d'y être, même si on doit prendre des risques pour cela. Olivier Masse, pourquoi ça sort maintenant? Qui a intérêt à ce que cette information, entre guillemets, fuite? Bon, vous savez, parfois il y a des fuites, il y a des fuites autorisées ou des fuites faites intentionnellement. Peut-être qu'après, parfois, il y a des choses qui sortent dans la presse qui ne font pas l'objet de fuite, mais parce qu'un journaliste est tombé sur une info, il a fait son travail et il la sort maintenant. Je ne sais pas s'il faut trouver un sens caché derrière cela. Merci beaucoup Olivier Masse d'avoir été avec nous. On en profite d'ailleurs pour vous lancer une invitation sur le plateau de ce 12-15. En un mot, il nous reste une minute. Oui, votre analyse. Ce qu'il faut comprendre dans cette affaire, c'est qu'effectivement, la France, à la demande des États-Unis, a classé le Hamas comme organisation terroriste après le coup d'État qu'il a fait contre l'OLP à Gaza. Et donc, les Français, qui ont pourtant une antenne culturelle à Hamas, n'avaient plus de relations officielles. Alors quand un pays n'a plus de relations officielles avec une organisation, un autre État, il reste toujours les services secrets pour faire la diplomatie secrète. Et même les Américains utilisent ça. On pense que des envoyés de la CIA ont discuté avec le Hamas au Qatar, par exemple. Et donc c'est sans doute le cas aujourd'hui, c'est qu'il faut effectivement, parce que comme le Hamas administre depuis quand même 15 ans Gaza, il faut bien de temps en temps lui parler, mais ça passe par des agents de la DGSE. Le dernier maillon de la diplomatie reste au service secret.